Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le professeur d'économie Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On revient évidemment, on en parle, il faut en parler encore et encore, cette polémique qui ne retombe pas, les débats qui sont vifs autour de la quasi-suppression de l'impôt sur la fortune, plus largement de la réforme, on va dire, de la fiscalité sur le capital avec cette flat tax, ce prélèvement forfaitaire à 30% sur les revenus financiers. Comment peut faire Emmanuel Macron pour gagner la bataille de l'opinion qui est en train de passer de l'autre côté? On voit encore sondage aujourd'hui, 70% des Français jugent cette réforme sur l'ISF injuste et pouvant accroître les inégalités. Oui, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, c'est d'abord le fait que le président de la République est relativement seul. Il s'est expliqué devant les Français dimanche dernier, mais on ne voit pas véritablement de relais dans l'opinion de gens qui expliquent pourquoi il faut supprimer l'ISF. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Oui, Christophe Castaner. Il est omniprésent, c'est l'ubiquiste. Oui. Alors lui, il assure effectivement avec... c'est pas suffisant. Oui, mais c'est pas suffisant. À chaque élection, il y a un groupe d'économistes qui signent en général en faveur du candidat qui va gagner. Ils attendent de savoir quel est le vainqueur potentiel. Ils annoncent c'est lui qui porte le meilleur programme. Ça a été arrivé avec François Hollande. C'est arrivé aussi avec Emmanuel Macron. On peut donner quelques noms? Oh, c'est un peu toujours les mêmes, mais des gens comme Philippe Aghion, comme Gilbert Sède, comme Élie Cohen, comme à un moment donné, alors cette année, pour Emmanuel Macron, Hervé Lorenzi n'avait pas signé. Mais on sent que tous ces gens voient bien, comprennent que c'est la bonne politique qui est en train de se mettre en place et que cet ISF est à la fois, sur le plan économique, une absurdité et une originalité au niveau européen. Il n'y a qu'en France qu'on a ça. Et donc, il faut traiter le problème sur le plan politique, mais il faut qu'il y ait tout un travail qui soit fait sur le plan technique pour montrer la nocivité de cet impôt. Or, personne ne fait ce travail. Pourtant, il y a des munitions. Dès qu'il y a eu ce débat dans les années 70 sur la création éventuelle de ce qu'allait être l'IGF, l'ancêtre de l'ISF, le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, et le Premier ministre, Raymond Barre, avaient demandé à des experts de faire un travail d'expertise. Donc c'est le rapport Ventejol, Blot, Méraud. Or, le rapport était clair. Il disait sur le plan politique, c'est très populaire, sur le plan économique, c'est catastrophique. On n'a pas bougé sur le plan économique. On en est toujours. On en est toujours là. Et donc il faut traiter une bonne fois pour toutes l'affaire sur le plan politique. Je pense néanmoins que le président... Et comment on fait alors? Parce que c'est bien facile de dire ça, quoi. Un groupe d'experts, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard, le coup est lâché. Il faut quand même, il y a 314 députés en marche, on doit pouvoir trouver parmi ces 314 députés 2 ou 3 députés qui peuvent répondre à leurs collègues qui demandent des noms, qui demandent des listes, qui demandent des précisions. On doit pouvoir trouver là aussi des experts, encore une fois, dans les économistes qui ont soutenu Emmanuel Macron, des gens sérieux, posés, comme le sont les gens que j'ai cités, et capables de venir dans les médias expliquer pourquoi cet impôt est catastrophique et pourquoi la solidarité, le bien vivre ensemble, la lutte contre la pauvreté ne passe pas par cet outil. Il ne s'agit pas de dire je choisis les riches contre les pauvres, il s'agit de dire effectivement pour qu'il y ait une lutte efficace contre la pauvreté, il faut qu'il y ait de la croissance et que cet impôt pénalise la croissance. Il y a des mesures qui se télescopent, ça ne vous a pas échappé, la baisse des APL d'un côté, où on va gratter pour avoir 300 millions d'euros en 2017 de recettes fiscales en plus, et de l'autre côté, 3 milliards et quelques qui sont rendus quand même malgré tout. Après, il y a l'objectif que ce soit réinvesti dans l'économie productive, mais ça, c'est un pari. Alors, il faut bien voir que l'idée que les 5 milliards en question sont l'enjeu et que c'est ces 5 milliards d'impôts ISF... Là, vous cumulez ISF et flat tax. Et flat tax. L'idée, c'est de savoir est-ce que ça va être véritablement réinvesti dans... L'enjeu n'est pas là, c'est-à-dire que l'enjeu... Ah, pourtant, c'est ce que nous dit le gouvernement. Oui, c'est juste que martèle Bruno Le Maire quasiment à chaque interview. Oui, or, à mon avis, il y a 2 éléments qui ne sont pas mis en avant. Le premier élément, c'est qu'on prive l'État de 5 milliards de recettes parce que ce n'est pas uniquement un problème de la fiscalité de redistribution, c'est aussi un problème des moyens que l'on fournit à l'État. Et donc la question, c'est est-ce que l'État utilise bien ces 5 milliards? Et d'une façon générale, est-ce que la dépense publique, sur la dépense publique est efficace? Et la deuxième chose, c'est quand même... Oui, mais là, pardon, on peut clore vite le sujet. Quand on voit ce qui est fait sur l'État en matière de non-remplacement ou de suppression de postes dans la fonction publique, il n'y a rien qui est fait sur 2018. On parle de 1000 emplois, enfin 1000 suppressions de postes. Oui, là c'est une des faiblesses de la politique économique qui se met en place et de la politique budgétaire. Mais ce n'est pas notre sujet, pardon. Hein, oui, mais là aussi, pour être cohérent et pour avoir une approche qui serait efficace et cohérente, il faudrait que cette idée que l'État a besoin de maigrir se traduise dans les faits. Et effectivement, en supprimant 1600 emplois, alors qu'on a annoncé qu'on en supprimerait 120 000 dans le quinquennat, en augmentant le déficit budgétaire, parce que le déficit
déficit public, d'une façon large, est annoncé comme étant en léger recul, mais le déficit budgétaire de l'État, de l'État central, de l'État central en tant que tel, lui, il va augmenter. Et donc, mais pardon, mais on a vu il y a 2 secondes Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, hier il annonce voilà, que les 1000 premiers contributeurs à l'impôt sur la fortune verront la facture baisser de 400 000 euros en moyenne. Il a dit, c'est ça, il a dit qu'il y avait 400 millions pour les 1000. Oui, absolument. Donc ça fait 400 000 euros par ménage. Là, on voit bien que le cadeau riche est indéniable. Après, la question, c'est que vont-ils en faire de cet argent? Alors, il y a 2 choses, encore une fois, dans cette affaire. D'abord, le mot cadeau me paraît très maladroit, parce que c'est pas parce qu'on arrête de voler quelqu'un qu'on lui fait un cadeau. Donc, cadeau, c'est quand vous apportez quelque chose à quelqu'un, et non pas quand vous arrêtez de leur prendre. De lui prendre, quand vous arrêtez de le rançonner. Mais sur le plan intellectuel, la construction, c'est non seulement les gens qui paient, mais les gens qui ont fui pour ne pas avoir à payer. Or, là aussi, il y a tout un débat. Est-ce qu'ils vont rentrer Bon, une fois qu'on est... On ne va pas être naïf. Non, il ne faut pas être naïf. Une fois pas vous. Oui. Pas vous. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Une fois qu'on est installé à Bruxelles, qu'on a fait sa vie, on reste à Bruxelles. Et puis l'instabilité fiscale, on connaît en France, et ça se trouve à la prochaine majorité. Et en revanche, il y a des gens qui sont sur le départ, que l'on peut empêcher de partir. Il y a tout un... C'est ça l'enjeu. Je pense que l'enjeu, c'est de retrouver cette notion d'attractivité du territoire. On parle beaucoup d'attractivité en disant il faut faire venir des investissements de l'étranger, il faut que les investisseurs étrangers qui vont quitter Londres à cause du Brexit viennent en France. Mais la première attractivité, c'est l'attractivité à l'égard de nos propres concitoyens. Ouais. Parce que la réalité, il faut quand même le rappeler, et là les chiffres sont têtus, l'imposition du capital, en France, on peut dire qu'elle est élevée, mais surtout quand on se compare par rapport aux autres, on est plus élevé que les autres, ça c'est indiscutable. Alors c'est indiscutable et en plus elle est beaucoup plus confuse que les autres. C'est-à-dire que la taxe d'habitation qui est aussi sur la table, c'est une forme d'imposition sur le capital, sur une base de la valorisation du capital, les valeurs locatives, qui est complètement absurde. Elles n'ont pas été réévaluées depuis le milieu des années 60. Vous savez ce qui se passe, hein, si on réévalue. Il y a des gens qui n'auront peut-être pas les moyens de payer parce que, au final, la taxe d'habitation pourrait baisser dans les immeubles haussmanniens et augmenter dans les HLM en banlieue. Exactement. Oui. Et donc, on voit bien que toute cette fiscalité du capital, entre la couche qui a vieilli, qui remonte à la fiscalité du 19e siècle, la couche politique qui est l'ISF, et puis le besoin qu'a l'État de se financer, elle doit être totalement remise à plat. Et donc, je pense qu'il faut essayer de dédramatiser le débat, prendre un peu de recul, et que le gouvernement et le président de la République, plutôt le gouvernement, parce que le président de la République, encore une fois, il fait plutôt le travail. Il vient devant les Français, il explique que ce qu'il veut préserver, c'est les premiers de cordée. Il faut des relais. En disant, voilà, les premiers de cordée, ce n'est pas des gens infâmes. Stéphane Le Foll, on parle de lui parce qu'il était hier sur une chaîne info, et il dit il serait quand même naïf de croire, ancien porte-parole du gouvernement, sous François Hollande, que l'ISF recentré et l'immobilier et la flat tax relancent l'économie. Il serait naïf de croire ça, dit-il. Oui, on ne peut pas considérer que c'est une mesure en tant que telle qui va relancer l'économie. Je pense qu'en plus, on est dans une phase du cycle où l'économie est assez favorable, où la situation économique est plutôt assez favorable. Et donc, si ça se trouve, ça c'est une maladresse de notre président, il annonçait qu'on verrait les effets de sa politique dans 18 mois ou 24 mois. Ça se trouve, on les verra avant. Alors, on les verra avant, et au contraire, dans 18 mois, 24 mois, il va se heurter au retournement cyclique qui intervient assez régulièrement dans les économies développées, et on va lui dire, écoutez, vous aviez annoncé que ça irait mieux de façon claire, nette et précise dans 18 mois, et c'est beaucoup moins évident que ce que vous dites. Donc, il faut un ensemble de mesures, réfléchir en termes structurels, réfléchir à long terme, se dire que l'objectif, c'est pas 18 mois, 24 mois, c'est véritablement transformer le pays, c'est ce qu'il dit. Il faut assumer la transformation. Alors, c'est 3,5 milliards, encore une fois, sur l'ISF recentré sur l'immobilier. Pas un cadeau, mais cet argent qui n'est plus pris dans la poche des plus fortunés. Emmanuel Macron, il y a un truc, on n'a pas assez réagi autour de ça dimanche dans ce qu'il a dit sur TF1. Il a laissé entendre que celles et ceux qui sont exonérés d'ISF et qui ne réinvestissent pas dans l'appareil productif seront taxés. Mais taxés à quoi? Parce qu'il n'y a aucune contrainte aujourd'hui dans le projet de budget, aucune contrainte de cet argent, il va où il veut. Après, je veux dire, on peut très bien investir dans les GAFA, dans les Google, Apple, Facebook, et ça ne va pas relancer l'apparéil productif français, que je sache. Hein. Non, et il y a, alors on retrouve l'affaire. Ça ne vous a pas surpris quand il a sorti ça? Alors on ne savait pas très bien de quoi il parlait, et derrière tout ça... C'est un peu nébuleux. Oui, c'est un peu nébuleux, et puis il y avait cette idée, c'est l'histoire des yachts et des signes ostentaires. Ça n'a rien à voir. Et donc, oui. Quelques petites taxes en plus, ça ne va pas compenser ce qui n'est plus pris. Alors, d'une part, ça ne va pas compenser. Et d'autre part, même sur le plan des principes, une fois qu'on a payé ses impôts, une fois qu'on a gagné de l'argent, on en fait ce que l'on veut. Si on a envie d'acheter des yachts... Donc on est dans l'ordre du pari, on ne sait pas encore une fois, cet argent, comment il sera réinvesti. Mais encore, quelle que soit la façon dont il est réinvesti, il ne sera pas
plus mal utilisé, à mon avis, que par l'État. Et en outre, libéral qui parle. Hein. Et en outre, de toute façon, la partie qu'on ne voit pas, la partie qui est de l'iceberg que l'on ne voit pas, c'est le fait que des gens vont rester, des gens vont sentir que de nouveau, la France est un pays qui s'investit, dont les autorités s'investissent dans la croissance économique et pas dans la punition. Non, parce qu'on aurait pu flécher encore une fois ça vers le financement des PME. Je ne sais plus qui m'a raconté qu'au au Royaume-Uni, il y a des mécanismes où on peut réduire son impôt sur le revenu. Alors on n'est plus sur l'ISF, mais sur l'impôt sur le revenu. C'est Agnès Verdier qui nous disait ça cette semaine. Jusqu'à 1 million de livres sterling, on peut réduire ses impôts en investissant en direct dans le capital des PME. Et là, on dit que c'est vraiment productif et ça sert l'économie. Hein. Oui, alors... Tandis que là, encore une fois, oui. acheter une action Total, c'est très bien. Il y a un très beau rendement sur Total, 5%. Mais en quoi ça aide vraiment l'économie française que d'acheter une action Total? Alors, je pense que de toute façon, non pas Total en tant que tel, mais l'ensemble... Non, mais Total, oui, j'entends bien. Mais l'ensemble de l'économie française manque clairement de fonds propres. Et je pense que la solution n'est pas immédiatement fiscale. Elle est plutôt dans le fait de trouver un vecteur pour collecter l'épargne et la placer à long terme. C'est des fonds de pension. Une des forces du Royaume-Uni, c'est aussi qu'il y a des fonds de pension. Ouais, mais et là aussi, le dossier n'a pas été ouvert. Enfin, alors, il n'a pas été ouvert. Et là aussi, on va se heurter dans le débat sur les fonds de pension si on décide de l'ouvrir. On remettra un des dogmes. Voilà, on va devoir retrouver des positions très politiques, des totems, des tabous, des caricatures, des discours virulents contre l'épargne qui est flouée par les grands capitalistes, etc., etc. Donc, mais il faut avoir le courage d'assumer les choses. En plus, on est quand même dans une phase dans le quinquennat d'Emmanuel Macron où il a du temps un peu devant lui. Il avait le faire maintenant. Il avait du capital politique. Oui. Il faut le dépenser, le capital politique, avant qu'il Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Bruno Le Maire, il a balayé du revers de la main une proposition du MoDem que je trouve pas conne, pardon. C'est Marc Fesneau qui en parle. Il dit, mais finalement, si on sort uniquement de l'assiette taxable à l'ISF, les titres d'entreprise, actions, obligations, et on laisse tout le reste dans l'assiette taxable, notamment les yachts, etc., l'immobilier. Mais on sort vraiment ce qui finance l'économie française, les boîtes. Et ça a été en disant, alors l'argument du ministre, c'est de dire, ce n'est pas constitutionnel. Oui, indépendamment de l'aspect juridique, je pense qu'il faut faire dans le simple. Il faut arrêter de bricoler. Oui, mais il n'y aurait pas eu tout ce débat, encore une fois, il n'y aurait pas eu toute cette polémique, cette controverse. Oui, justement, après, on est dans le domaine politique. Sur le plan purement technique, les niches fiscales, donc les exonérations à des titres divers, n'ont jamais été aussi importantes que cette année. On va atteindre les 100 milliards d'euros d'équivalent. Elles augmentent les niches. Oui, absolument. Elles augmentent. Bon, un petit peu, mais... Elles augmentent, on va atteindre les 100 milliards d'euros, donc d'équivalent de réduction d'impôts. Le ménage n'a pas été fait. Hein. Le ménage n'a pas été fait. Et donc, on ne va pas encore en rajouter. Donc, je pense qu'un des problèmes de la fiscalité française... Et on aurait évité la polémique, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ça, c'est au pouvoir politique d'assumer les conséquences de la polémique. On ne résout pas un problème polémique par des concessions juridico-habiles. On les assume en disant, écoutez, voilà mon projet, voilà pourquoi je fais ça, voilà vers où je vais. Il n'y a pas quand même de l'idéologie, en tout cas un parti pris d'Emmanuel Macron derrière la suppression de l'ISF, cette idée que la fortune financière, elle est plus légitime, plus bénéfique, en tout cas à tous, que la fortune immobilière. Ah, il y a un parti pris qui est le fait... Et que voilà, et que... Qui est un parti c'est quand même pris... discutable d'un point de vue économique de dire que finalement, c'est mieux de s'enrichir avec ça profite plus à tous de s'enrichir avec de l'investissement du patrimoine financier qu'avec de l'immobilier. C'est super discutable. Oui, c'est tout un débat sur la nature de l'immobilier. Il y a l'idée que l'immobilier, c'est une rente. Alors, dans la démarche, il y a l'idée qu'il faut inciter là aussi les gens qui sont détenteurs de l'immobilier à le louer, parce qu'il y a un problème de location, il y a un problème de crise du logement dans ce pays, avec des appartements dont tout le monde sait qu'ils sont pour l'instant inoccupés, avec des appartements qui sont réorientés de plus en plus vers Airbnb. Donc il y a une réflexion à avoir sur l'immobilier. Là où je ne suis pas d'accord avec la démarche du président de la République, c'est de considérer qu'effectivement, par nature, et où je vous rejoins, par nature, l'immobilier, c'est une rente. Notamment dans le neuf. Oui. On aide des gens à se loger, enfin, je veux dire. Enfin, oui, le premier service, le premier besoin qu'a la population, à part la nourriture, c'est de pouvoir se loger. C'est vraiment discutable. Hein. Oui, et donc je pense qu'il aurait fallu, d'une certaine mesure, aller jusqu'au bout, supprimer l'ISF. Bon, mais sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à partir de 2018, qui va payer l'ISF, enfin l'IFI maintenant, c'est les petits riches. Formule n'est pas de moi, le député Charles Amédée de Courson, qui connaît bien les finances publiques. C'est ça la réalité aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que cette vision, qui est une vision un peu, je dirais, idéologique de l'immobilier, se heurte à une réalité dont tout le monde est en train de découvrir, que l'immobilier, effectivement, c'est la forme d'épargne d'une classe que l'on définit comme classe moyenne supérieure, en tout cas de gens qui ont voulu investir dans la pierre parce qu'ils ont la conviction que c'est un placement sûr, et encore une fois, c'est un placement qui est utile. On a besoin de loger la population.
Ouais, sauf qu'encore une fois, on revient là-dessus, on en a déjà parlé sur Ecorama cette semaine, mais c'est cette population-là, c'est les 8e et 9e déciles, pardon, c'est technique, mais celles et ceux qui gagnent, les ménages avec enfants qui gagnent plus de 4 000 euros, qui pour le coup vont devoir se taper ce nouvel ISF et qui aussi ne vont pas bénéficier de la flat tax, qui ne verront pas non plus la couleur de la baisse de la taxe d'habitation, de la revalorisation des minima sociaux, et c'est eux finalement qui sont les moins gagnants de cette politique fiscale. Il est évident que le retraité qui a acheté 1 ou 2 appartements, qui fume et qui va voir arriver la CSG, c'est le grand perdant de l'élection d'Emmanuel Macron. Maintenant, d'un autre côté, c'est là aussi à lui qu'il faudrait dire, on vous demande un effort, mais cet effort, il est limité, il correspond à tel objectif. Il est justifié pour vous, au regard du niveau de vie des retraités qui ont cotisé pendant toute leur vie, et qui ont dit aujourd'hui, bah voilà, pour donner un peu plus de pouvoir d'achat aux actifs, et ben, alors le président Macron, il dit c'est plus 60% qui sont concernés, parce qu'avec la baisse de la taxe d'habitation, finalement, c'est ce qu'il a dit sur TF1, il n'y aura que 20% des retraités qui devront cracher au bassinet, enfin qui vont payer cette CSG. Vous y croyez sur les 20%? Non, je crois que ces calculs sont relativement artificiels et c'est des positions qui sont affichées. Ce que je trouve inquiétant là aussi, c'est cette idée qu'on augmente la CSG, mais on n'arrête pas de dire à tous les gens qui vont avoir à la payer, rassurez-vous, on va la compenser. Donc à quoi ça sert d'augmenter un impôt si immédiatement on vous restitue ce qu'on vient de vous prendre? Donc il aurait mieux valu, plutôt que de dire on va vous la compenser, dire clairement voilà pourquoi on prend la CSG, voilà pourquoi on a utilisé cet outil. Il y a des gens qui vont payer plus, il y a des gens au contraire qui vont recevoir, ce sont les gens qui vont bénéficier des réductions de cotisations sociales qui sont décidées en parallèle. En 2 temps. Et donc, grosso modo, les gens qui bénéficient normalement de cette réorganisation du financement de la sécurité sociale sont les gens qui sont impactés par les ordonnances sur le Code du travail. Ouais. Donc il y a cette idée, on demande à tout le monde un effort. Sur le plan juridique pour les gens qui sont les salariés du privé, sur le plan plus monétaire et financier pour les fonctionnaires et les retraités. Cette idée de fournir un effort et d'identifier chaque catégorie sociale par rapport à l'effort qu'on attend d'elle aurait été, à mon avis, plus cohérente que cette espèce de jeu où on dit mais rassurez-vous, mais non, vous n'allez pas payer, puis vous allez voir par telle et telle mesure on va compenser. Je pense que c'est toujours pareil. Il y a un besoin d'assumer la politique qui est menée en disant voilà pourquoi on la mène, voilà les efforts qu'on attend de la population et voilà le résultat. Et le résultat, mais pardon, le résultat, on finit là-dessus, Jean-Marc, mais tout ça pour ça, parce qu'in fine, quand on regarde les prévisions de croissance pour l'année prochaine, on passera quoi de 1,7 à 1,8 à 1,8? Enfin, il n'y a pas d'électrochoc sur la croissance que je sache. Non, il n'y a pas d'électrochoc. Parce qu'on bouge finalement beaucoup. Il y a des masses fiscales qui bougent d'une catégorie à l'autre des Français, mais au final. Non, il n'y a pas d'électrochoc sur la croissance. On a 7 milliards d'euros de baisse d'impôts au final. Oui. 7 milliards d'euros, c'est pas. Et cette croissance de 1,8, elle est essentiellement soutenue, parce qu'elle est meilleure que celle des années précédentes, elle est essentiellement soutenue par l'amélioration conjoncturelle. Donc le véritable enjeu, c'est véritablement de raisonner à long terme. Et là aussi, il faudrait être capable de présenter à la population pourquoi, à long terme, ce qui est fait va avoir un impact positif. Voilà, il ne faut plus qu'il soit tout seul pour défendre sa politique, le président Macron. Il n'y a pas que lui, Castaner, il faut en trouver d'autres. Voilà, il ne faut pas qu'il ce soit uniquement Castaner et le président Macron. Qui font bien le job, il faut dire ce qui est, pour le coup. Ils font bien le job, tous les deux font remarquablement bien le job. Mais ce n'est pas suffisant. Merci à vous aujourd'hui. Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP, était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.